ou tard une apparition de son contraire exact et précis, et c'est ainsi qui est maintenu dans l'univers l'équilibre. Mais moi, je préfère rester au milieu pour essayer de prendre le devant. Et je pense que cette séparation entre homme et nature, si bien ancrée dans notre culture, est le grand arbre qui cache la forêt, mesdames et messieurs, et c'est même écrit en pleine vue sur la gueule de la permaculture lui-même dans les 3 éthiques. Regardons. Éthique 1. Occupons-nous de la nature pour procurer son abondance. Éthique 2. Occupons-nous des humains pour provoquer leur abondance. Éthique 3. Réinvestissons toutes les abondances produites, soit pour s'occuper de la nature, soit pour s'occuper des humains. Même écrit ainsi, la nature et les humains sont clairement séparés, alors que la permaculture est censée être la philosophie de l'intégration holistique bordel de merde. Donc voici éthique 4, ma contribution personnelle. Continuons avec 1, 2 et 3 jusqu'au jour où les humains se rendent compte enfin qu'eux aussi font partie de la nature, et donc passons joyeusement à la suppression d'éthique 2, ayant trouvé une semblance de symbiose. Merci. Soyons honnêtes et restons dans un contexte réel. À ce stade-là, nous cherchons avant tout à remplir nos besoins primaires pour pouvoir bien s'occuper de nos gueules avant qu'il n'y ait plus de pétrole. En permaculture, nous cherchons timidement à développer ensemble des systèmes de gestion de nos ressources en faisant le moins de mal possible, bien sûr, pour essayer de fonder une culture qui est non seulement capable de durer dans le temps, mais qui sera aussi assez résilient pour pouvoir traverser un futur proche qui va être probablement de plus en plus chaotique au fur et à mesure que la bêtise progresse. Et dans ce contexte, se priver des ressources que la nature nous propose juste à cause des dogmes de quelques citadins hors sol et des idiots logis dans les villes, c'est pas une très bonne idée et je chercherai jamais mes paramètres de design parmi ces gens-là en tout cas. Donc revenons à l'analyse de nos besoins primaires et comment les remplir pour bien s'occuper de nos gueules avant qu'il n'y ait plus de pétrole. Alors, le premier des besoins d'humains, c'est de... Non, c'est pas de fumer des pétards, c'est juste de respirer. Car, temporellement, au bout de 2 minutes sans air dans les poumons, ça va pas très bien pour nous. Avant de regarder les ressources disponibles pour la respiration, ça sera juste bien de faire le point sur la technique aussi, car pour la plupart d'entre nous, des citoyens lambda, nous n'avons jamais appris à respirer correctement. Ce n'était pas dans le programme de conditionnement à l'éducation nationale, et donc sur des 10 400 respirations faites tous les jours, des seules qui sont vraiment bien faites avec une bonne qualité de respiration sont ceux qui se passent pendant que nous dormons, donc ça veut dire que pendant que notre cerveau, notre mental est éteint et pas du tout dans le paysage. Donc, déjà avant tout, je vous conseille d'aller démystifier votre respiration et d'aller au moins découvrir le yoga, le qigong ou d'autres formes de disciplines respiratoires pour apprendre à bien respirer de temps en temps, car ça change vraiment beaucoup de choses dans la vie. Côté ressources disponibles pour remplir ce premier de nos besoins vitaux, il se trouve en fait qu'il y a de l'air partout, donc pas besoin de chercher midi à 14 heures en faisant des études en profondeur pour résoudre ce petit problématique. Mais si nous parlons maintenant de la qualité de l'air que nous respirons, nous trouvons très vite qu'il y a du quoi nous couper le souffle. Et en fait, moi, je trouve que c'est très mignon, ce petit problème, car tout de suite, dès que nous commençons notre analyse correctement avec suffisamment de recul, nous trouvons avec ironie que la qualité de notre premier besoin vital à titre individuel se trouve être rien d'autre qu'une grande œuvre collective obligatoire. Donc, au lieu de pratiquer du chacun pour soi, on peut se dire au moins que chacun va devoir faire sa part. Si on ne réagit pas, il est probable que les législateurs et les politiciens en profitent pour instaurer une espèce de écofascisme pour remplacer celui des corporations consuméristes multinationales dans lequel nous vivons actuellement, sauf que ça sera encore moins drôle que c'est aujourd'hui. Verrons-nous un jour l'élection d'une dictature méprisante issue de la gauche radicale, avec ses ministres sélectionnés parmi des rangs masqués des brutes d'Antifa et temporisés par quelques bobos universitaires issus de Extinction Rebellion?
Et une fois dans ce type de dystopie autoritaire, nous n'aurons le pouvoir d'éliminer la pollution par simple décret, en claquant nos doigts, mais on risque de claquer le joint et la liberté avec. Mais bon, ne vous inquiétez pas trop, ce scénario-là n'est pas pour tout de suite, car avant la fin de l'époque de la dictature consumériste en place, il est probablement prévu de profiter de la mauvaise qualité d'air juste une dernière fois pour nous vendre toute une série de designers smart masks à obsolescence préprogrammée avec Google Glass réalité augmentée intégrée dans les lunettes. Et bon, pour éviter tout ça, le plus simple est de faire un redesign de notre comportement social, mais que là où nous avons le pouvoir de le faire. Donc ça veut dire à l'échelle individuelle dans nos propres vies. Mais, je vous préviens, il faut le faire avec une vraie joie de vivre aussi, car il faut espérer être assez contagieux pour convaincre les autres autour de nous de se faire chier en même temps. Ça ne sert à rien de jouer les martyrs en disant que nous sommes moralement supérieurs aux autres autour de nous. Et regarde ce que je fais, ma contribution à l'environnement, etc. On sait bien qu'attendre que la solution vienne de nos élus aussi, ça sert juste de non-sens à ce stade, vu l'historique de la démocratie représentative. Mais je veux revenir à ce truc de jouer les martyrs et de mettre en avant ces valeurs sur Facebook et compagnie. Car partager les pétitions pour signaler ces valeurs sur Facebook et Twitter ne sert à rien aujourd'hui. Moi, je dis à l'heure d'aujourd'hui qu'il faut juste ranger sa chambre avant de prétendre refaire le monde à l'extérieur. Et cette philosophie-là est beaucoup plus puissante. Et donc, pour être vraiment cohérent dans ces idées, il faut penser très sérieusement à notre impact personnel sur la qualité d'air que nous respirons tous et d'inclure notre réflexion dans notre design comme un fond d'écran. Voyons, on ne peut pas faire fermer des centrales à charbon en Chine, mais ici, dans notre vraie vie à nous, nous pouvons au moins s'adresser à notre pollution personnelle et commençons par exemple par la voiture et le transport de nous en général et d'où viennent nos ressources primaires. Nous parlons beaucoup de toutes ces voitures électriques pour effectuer des déplacements dits propres. Mais en fin de compte, ce n'est qu'un déplacement de le problème de la pollution, tout comme tous ces vélos électriques qui sont graves à la mode d'un coup. Et pendant que je regarde les déchetteries du futur déborder d'avance de piles usagées, la corporation multinationale Tesla a même réussi un beau camion poids lourd à l'électrique, à l'américain, avec le grand nez devant le pare-brise. Sauf que quand on le regarde de près, on voit que sur ce camion, il manque le gros calandre chromé habituellement trouvé au bout du nez des poids lourds qui sillonnent les routes d'outre-Atlantique. Et je trouve que ceci est très poétique, car à travers son nez tout lisse et sans narine, on a bien l'impression que ce camion Tesla n'a rien à foutre de la pollution atmosphérique. Son nez devant est aussi lisse et futuristique que la navette spatiale, mais la grande surprise derrière le Tesla est que le semi-remorque attelé n'est même pas rempli de batteries pour le faire rouler. Donc le moins qu'on puisse dire dans ce cas, c'est que putain merde, la technologie comme le diable est enfin parmi nous, il faut agir et vite. Remplacer le pétrole par l'électrique n'est pas du tout une solution. Comme d'habitude, nous déplaçons toujours les symptômes du problème au lieu de regarder le problème dans les yeux et de le résoudre. La bonne question pour trouver une solution aux pollutions associées au déplacement n'est pas dans la question comment nous nous déplaçons, mais dans la question pourquoi nous nous déplaçons. Et donc, mon idée à moi est de réduire nos kilomètres en réduisant nos besoins de se déplacer et faisons-le par design. Mais évidemment, on va garder l'option de la mobilité facile sous le coude pour quand on en a besoin. On pourrait même écrire Karl Marx, si vous êtes communiste, et on peut se dire « Relocalisons nos moyens de production et relocalisons nos moyens de travail aussi. » Sauf que on ne va pas faire de révolution, on va juste le faire nous-mêmes chez nous.
Ainsi, nous pouvons un jour espérer vivre dans un monde où presque tous nos petits besoins sont produits pas loin de chez nous et on peut aller avec le vente direct et le contact direct à pied et ou à vélo pour se procurer de tous nos petits caprices. Et la permaculture à l'échelle individuelle nous rend le pouvoir de la ressource directe en coopération avec la nature qui nous entoure. Et pour toute autre chose dont nous avons besoin, il faut que nous commençons dès aujourd'hui à privilégier autant que possible des circuits courts, la vente directe et les associations EAMAP qui gèrent super bien la distribution des produits alimentaires issus de nos territoires respectifs. Et ces petites démarches-là, qui semblent très anodines, autonomistes et à la fois consuméristes, qui travaillent ensemble, vont nous aider à changer des moyens de production, car c'est la demande qui va aider à créer l'offre. Ça, c'est pas un dogme capitaliste, c'est juste une loi de la marché. La densification des propositions de produits locaux, éthiques et sains vont finir par réduire les kilomètres courus, non seulement par vous à titre individuel, mais aussi par nous collectivement. Car, rendez-vous compte, de la pollution créée par l'agriculture industrielle, plus le transport routier à outrance de tous nos aliments et en plus des fois sur des distances complètement stupides. C'est quand même un des plus grands contributeurs de la mauvaise qualité d'air que nous respirons tous. Et même si dans le tableau des pollueurs internationaux, il y a beaucoup pire, je le sais, on peut au moins prétendre pouvoir régler ce problème-là par le bas, sans révolution, sans manifestation, sans violence et sans infraction de la loi. Même, je veux dire, que M. Macron a dit qu'il veut des projets et des start-up sur le terrain. Il a même bougé des règles de la société pour faciliter ce démarche-là. Donc, donnons-lui des projets et des start-up sur le terrain, juste pas ceux auxquels les lobbyistes derrière lui s'attendaient, c'est tout. Et pendant que ma monologue passe par Paris, si nous écoutons la version officielle de le ministère de l'écologie et de la voiture électrique, un des gros problèmes de la qualité d'air aujourd'hui, c'est le méchant CO2, le gaz carbonique, qui aurait enfin bouché le trou dans la couche d'ozone des années 80, empêchant la chaleur de s'échapper et donc d'avoir augmenté les températures sur la planète. Mais pour nous, les producteurs, les permaculteurs et la nature végétale avec laquelle on travaille, le méchant gaz carbonique se trouve être une ressource. En fait, c'est notre première ressource, car avec du soleil, un peu d'eau et beaucoup de gaz carbonique, nous produisons un truc qui s'appelle du biomasse, et même parfois le biomasse se trouve être comestible, voire des fois, si nous travaillons très bien, du biomasse qui est vendable. Et donc, voici enfin mes objectifs très clairs pour avoir une meilleure qualité d'air. Je vais essayer, d'ici 5 ans, de réduire mes déplacements à moins de 5000 km par an, en restant chez moi autant que je peux, et de passer tout mon temps à élaborer un très beau design qui va produire la plupart de mes ressources pour moi et ma famille, en captant le méchant gaz carbonique, par avoir des plantes et des arbres pour avoir une abondance de biomasse à faire circuler dans mon écosystème, par avoir des animaux, des insectes et des actions humaines. Je vais me faire un peu chier en plus pour produire des ressources excédentaires de qualité vendable, chose qui n'est pas facile, et ces choses-là seront pour vendre à un poignée de gens privilégiés qui habitent pas loin de chez moi et pour me donner des sous. Et tout le biomasse non comestible sera recyclé par voie d'un sol bien vivant qui va pouvoir restocker le carbone dans les sols sous forme de humus, qui est donc très utile pour augmenter la fertilité de mes sols en même temps et de faciliter mon travail de paysan sur le long terme. Et voici, c'est fini. Un grand merci si vous avez pu m'écouter jusque-là. La prochaine vidéo sera dans un mois au sujet de l'eau. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de le partager sur vos pages Facebook, Twitter, etc. Bonne journée.